Donc mon premier goal, vraiment, depuis que j'ai commencé, c'est de rendre les gens heureux avec mes propres compositions et sur scène en DJ set. Cet été, j'ai découvert un petit peu au hasard Anna lors d'une soirée. À ce moment-là, je ne connaissais que son nom d'artiste, Miralo. Je l'avais vue dans le line-up, mais je connaissais pas plus que ça. Pendant plusieurs heures, elle nous a toutes et tous fait danser sur des sonorités hyper rythmées, alors même qu'il pleuvait de plus en plus fort. On a même fini toutes et tous avec elle sous la tente à un moment où elle nous a fait chanter, le temps que la régie rallume le système électrique qui avait sauté à cause de l'eau. Sa capacité à embarquer le public, et puis évidemment les sons qu'elle avait choisis, m'ont beaucoup plu, et c'est comme ça que j'ai invité Anna à venir dans le Clo-Clo Club. Ensemble, on a parlé de ce qu'elle aime profondément quand elle fait de la musique, de sa carrière aussi, et du fait qu'aujourd'hui elle en vit pleinement, du sexisme et des contrats aliénants de certains labels dans le milieu, de l'essence de la fête, d'inclusivité, et de la place déterminante des États-Unis dans sa créativité. Je suis Chloé, bienvenue dans le Clo-Clo Club, le podcast sur la créativité. Salut Anna. Salut. Les gens te connaissent sûrement sous le nom de Miralo, puisque c'est ton nom de DJ. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs à la Prairie du Canal où tu mixais. Et j'ai adoré ton set. Du coup, je t'ai proposé de passer dans le podcast. Merci, c'est adorable. Alors, je suis DJ et productrice aussi. J'allais te demander de te présenter justement. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices ? Ça fait 12 ans que je compose et 10 ans que je suis DJ. Donc ça commence à faire un bout de temps. J'ai fait médiation culturelle et j'ai arrêté mes études pour ça. Et je vis de ma passion maintenant. Ça fait à peine 3 ans. Donc faut vraiment y aller petit à petit. Mais ça fait depuis mes 10 ans par contre que je fais du saxophone et du piano à 14 ans. J'ai appris toute seule. Donc voilà. J'ai commencé à composer de la house sur ordinateur à 18 ans. Donc ça fait un bout de temps que je fais de la musique. Pour commencer, j'ai toujours une petite citation pour mon invité que je vais te donner. J'ai hâte. Tu vas la lire et me dire à quoi ça te fait penser. Ok, trop bien. Tu vas voir, je l'ai dit hors micro, mais il n'y a pas de surprise. C'est la chose la plus palpitante que tu crées quand tu crées quelque chose à partir de rien. C'est fort. C'est très fort. Frank Knuckles, bah dis donc. Toi, t'as vraiment fait la vraie recherche, quoi. Génial. C'est comme s'il était avec nous dans la pièce, Francky. Il était avec nous quand j'ai écrit le petit papier. Trop bien, J'étais en train d'écouter un de ses sets à ce moment-là. Tu crées quelque chose à partir de rien, ouais, c'est fort. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est ? C'est un des premiers DJ qui vient de New York à la base, qui a créé les Warehouse, les premières soirées house à Chicago, dans les années 80, quand il y a eu la démolition du disco. Chicago qui est une ville hyper importante. Pour moi, toi. Ouais. J'ai fait mon voyage là-bas il y a 2 ans pour renaître de mes cendres dues à une rupture compliquée. Si tu m'entends déjà. On l'embrasse. Elle le sait, de toute façon. Et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, comme je le dis à chaque fois. Et je voulais aller connaître le berceau de la house, et j'ai pu aller dans un des premiers clubs qui a ouvert là-bas, le Smart Bar. Et j'ai fait des rencontres exceptionnelles, des drag queens, plein de gens merveilleux qui m'ont fait pleurer de joie. Et j'ai découvert ce que c'était vraiment des gens qui aiment la house. Donc ils fermaient les yeux en dansant et leur corps se mouvait dans l'espace. Enfin, c'était beau à voir. À voir, et j'en ai pleuré. Voilà. Et j'en ai créé un album, enfin un EP, pardon, qui s'appelle Tribute to Chicago. Qui est sorti cette année. C'est ça, exactement. En hommage à toutes ces personnes qui m'ont encore une fois fait renaître de mes cendres et qui m'ont appris que la vie, elle n'était pas si nulle que ça et qu'il fallait bouger ailleurs ou pas forcément, mais qu'il fallait se reconnecter au monde un jour ou l'autre et que ça donnerait des choses belles par la suite, quoi. Voyager solo comme ça pour t'inspirer, ça fait partie maintenant un peu plus de ta façon de... Ouais, c'est dans mon composer ADN maintenant, ouais. J'ai compris que j'avais besoin de ce besoin, c'est nécessaire, quoi. De partir seule une semaine, me couper du monde et prendre mon petit Kodak photo jetable et juste écouter du jazz et du blues dans mes oreilles, genre, et marcher entre les buildings. C'est le meilleur truc qui me soit arrivé, je pense, Chicago. Et je souhaite à tout le monde de trouver son Chicago. C'est beau. Oh là là. Comment est-ce que tu t'es mise à la house, justement ? Moi, j'ai toujours écouté Alan Braxe, la French Touch, Daft Punk, Mousti, mais Alan Braxe, mon amour de toujours.
Et ça m'a vraiment inspirée par la suite avec plein d'autres artistes comme Pomo, enfin peu de gens le connaissent, ou Shooks par exemple. Chouk, je sais plus s'il y a un S. J'espère qu'il m'en voudra pas. Donc je me suis vraiment inspirée de tout ça et en fait c'est bête, c'est bizarre à dire mais moi je viens d'une famille qui fait du flamenco et le flamenco c'est très joyeux niveau sonorité. Par contre dans les paroles c'est soit très triste soit ça parle d'amour. C'est ce que j'allais dire, c'est très très triste. Ouais. Et en fait, ayant grandi dans une famille qui joue du flamenco, je me suis un peu inspirée de ce truc dans mes prods où il faut que ce soit très joyeux. Mais par contre, je vais vous parler de mes ruptures amoureuses ou des choses compliquées qui m'arrivent dans la vie. Et je vais faire c'est comme une sorte d'exorcisme en fait que je fais en musique. Et ton pseudo, du coup, il vient de ta famille espagnole ? Ouais, en fait, Mira, c'est le nom de famille de ma grand-mère qui est décédée, c'est un hommage. Et Lo, c'est Lopez, mon nom de famille coupé en deux. Donc ça veut dire regarde-le en espagnol. Ta famille, elle a un rôle important dans ton approche de la musique ? Oh ouais, carrément. Enfin, il n'y avait pas un seul repas de famille du côté de mon père, les Lopez, où on prenait pas un truc dans notre main et on tapait sur, je sais pas, une tasse. Fallait qu'on fasse un bruit. Quoi qu'il arrive, fallait qu'on fasse un rythme. Et dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai commencé le saxo. Mais justement, j'allais te dire le saxo, alors que tu as une famille qui, elle, va être sur quand même d'autres types d'instruments, tu vois, quand on pense au flamenco. Bah ouais, en fait, ils ont tous, mes oncles et mes tatas, ils ont tous une oreille absolue. Ok. Ouais. Le don familial. Déjà, grosse famille, quoi. Ouais, grosse pression aussi. Drop the mic. Et non, ouais, grosse pression, ouais, carrément. Et en fait, j'ai un oncle qui joue de l'harmonica, du piano en même temps, plus de l'accordéon. Enfin, c'est un homme orchestre. Des vrais gitans, en fait. C'est des gitans. Ok. Ils te font tout, ce que tu veux. Ouais, donc t'as toujours baigné là-dedans et quand tu t'es dit moi je veux faire du saxo, ça a surpris personne. Ça a surpris personne, et j'aime mon premier morceau, c'est ce que j'avais joué à ma grand-mère, une autre grand-mère, Bésame mucho, classique. Et elle avait pleuré et tout à Noël, enfin, c'était très beau à voir quoi. Comment est-ce qu'on passe de faire de la musique, alors dans ta famille c'est quand même un truc très très important, comment est-ce qu'on passe de faire de la musique en famille à en faire son métier ? J'ai toujours voulu être sur scène, je crois que j'avais ce besoin de reconnaissance, parce que ma famille, on n'est pas très très proche avec mes parents, je le dis, c'est comme ça. Mais j'avais ce besoin de... parce que mon père a toujours voulu être musicien aussi, il avait son groupe de musique avec ses frères. Mais ça restait un à côté de son travail ? Ouais, c'était à côté. Il a jamais pu vivre de sa passion. Et il m'a donné sa passion, en fait, de la scène et d'être devant des gens et de rendre les gens heureux en faisant de la musique. Donc mon premier goal, vraiment, depuis que j'ai commencé, c'est de rendre les gens heureux avec mes propres compositions et sur scène en DJ set. Comme tu as pu le voir samedi, j'ai fait chanter les gens, tu vois. Pour moi, c'est important qu'il y ait un vrai échange et que les gens oublient leurs problèmes. Donc c'est de là que c'est parti. Pourquoi j'ai voulu faire de la musique. Ce besoin d'être reconnu et de soigner l'âme des gens et le cœur des gens. Du coup, tu t'es mise à composer en premier. Ouais. Et comment est-ce que tu passes de composer, je suppose, chez toi, dans ton coin, tu vois, à ok, là, je vais aller mixer, puis après, je vais commencer à proposer mes prods. Tu vois, comment ça se passe pour celles et ceux qui, je pense, ont pas les dessous de ce Alors, métier-là. moi, j'ai fait 10 ans de restauration et en même temps, je faisais mes études à la Sorbonne. Donc déjà, pour jouer, c'était compliqué. Donc, en fait, j'ai dû faire un choix. Et moi, je suis quelqu'un de très passionné. Donc, quand je veux faire un truc, je le fais. Quitte à mettre des années, j'atteindrai un goal, en fait. Je lâcherai pas l'affaire. Donc, en fait, j'ai arrêté mes études pour mixer dans des bars et travailler en restauration à côté. Et c'est toi qui as été chercher les bars en leur disant « Salut, je mixe, bookez-moi ». Salut, je mixe. Vous avez pas des potes qui bookent à Oberkampf, surtout, quand ça commençait. Dans les petits bars, je mettais mon CV. Ouais, vous voulez pas m'embaucher ce soir, je vous envoie une mixtape. Ça répondait pas, ça mettait du temps. Je spammais les gens de mails. Et jusqu'au jour où un pote de pote m'a proposé de jouer dans son bar. Et c'est de là qu'en fait mon nom a commencé à faire le tour d'Oberkampf. Et ensuite j'ai joué à nouveau casino, mais genre un an plus tard. Mais tous les soirs, tous les jeudis, samedis soirs, je jouais des 6 heures d'affilée d'autoroute dans des bars sous-payés, quoi. Tant que je faisais danser mes potes, j'étais contente. Voilà. Et du coup, t'as fait ça pendant quelques années ? Pendant quelques années. Après, j'ai restauration encore. Donc ça m'a coupé du temps, ça m'a pris du temps pour... je pouvais pas composer, je pouvais pas jouer. Quand j'allais jouer, j'étais fatiguée au travail, c'était un cercle vicieux. En plus, ce que j'allais dire, restauration, ça peut être très bien en journée, mais c'est aussi le soir beaucoup. C'était le soir, ouais. C'est ça. J'étais manager d'un bar à vin, donc en fait, je finissais à 2h
Donc soit j'allais jouer direct, soit je travaillais et c'était n'importe quoi. Niveau physiquement parlant, émotionnellement, c'était compliqué, j'avais pas trop de vie, quoi. C'est vraiment la passion qui t'a fait t'accrocher, parce que je pense que c'est des moments où tu peux te dire est-ce que je plaque tout. C'était venu en tête à des moments? En fait, pendant le confinement, j'ai failli mourir du Covid. J'ai un tatouage sur ça. Je respirais plus, je suis allée à l'hôpital et tout. Et je me suis dit, je vais mourir. Et qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui va se passer si tu survis, tu vois ? Je me suis vraiment posé cette question, c'est hyper deep. Et j'ai survécu, sinon je serais pas là en train de parler. Et je me suis dit, ok Anna, là tu vas vraiment produire pendant 2 ans. J'ai fait que ça et j'avais 3-4 albums prêts, quoi. Dans ma tristesse et ma solitude, j'ai pu composer à partir de rien, comme il y a écrit sur le petit bout de papier, qui est très cute. Quelque chose en fait, dès que je suis sortie du déconfinement, j'ai rencontré mon nouveau manager qui a cru en moi. Et là, c'est parti. Ok, j'ai beaucoup de questions. Justement, ces 2 années que tu as passées post-Covid à composer, c'était quoi un petit peu ton processus créatif? Et est-ce que tu t'es entourée aussi à ce moment-là, créativement parlant, tu vois? Est-ce que tu as échangé avec d'autres artistes? Ouais, il y avait les Women's Speech avec Mathilda de La Possession, qui créait des podcasts de plein de meufs. On envoyait des mixtapes, mais c'était pas basé sur la prod. Donc il n'y avait pas trop d'échanges parce qu'il y avait peu de DJ finalement féminines qui étaient compositrices. Elles étaient plus DJ. Ouais. Enfin, beaucoup celles qui ont commencé sont DJ à la base, mais moi je suis compositrice avant des DJ en fait. Donc il n'y avait pas ces échanges-là de composition entre meufs, quoi. Tu peux expliquer la nuance entre justement compositrice et DJ? Compositrice, c'est toi qui composes de A à Z ta musique. De la première sonorité à la dernière, quoi. Donc c'est toi qui fais le piano. Je suis une femme orchestre en fait. Je fais la batterie, les hit-hats. Je vous fais un petit bruit white nose. Je sais pas ce que je raconte. Mais voilà, compositrice et productrice, ça s'appelle aussi. Ouais. Producer. Les gens confondent producteur, ils pensent que c'est quelqu'un qui produit l'artiste. Quand vous écoutez un son, souvent on a un producteur qui a fait en fait la musique, la mélodie, et par-dessus on a quelqu'un qui va chanter, prêter sa voix au morceau. Voilà, il y a toujours une nuance. Un travail, ouais. Donc être compositrice et productrice, c'est la même chose. C'est toi qui composes de A à Z et tu peux du coup jouer tes propres musiques en soirée. Ça, alors cool. qu'être DJ, tu vas utiliser des morceaux des autres et les mixer entre eux. Exactement. Ce qu'on a comme image classique. Bien joué. Tu parlais des meufs DJ, il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. C'est quoi ton regard sur le milieu, toi, en tant que meuf, et sur ton parcours, justement Alors, moi, j'ai commencé, il n'y avait pas l'hashtag MeToo, et j'avais 20 ans. J'étais face à des hommes qui me proposaient, qui me disaient, si tu veux cette soirée, tu viens chez moi ce soir. C'était à base de ça. Et à l'époque, quand j'en parlais à mes amis hommes du milieu, ils me disaient, te froisse pas avec ce mec, il va te faire réussir, non. Moi, je préférais partir, parce que je dis toujours que Icare se brûle les ailes. J'adore l'Antiquité grecque. Et du coup, donc, j'ai toujours été face à ça, où quand j'étais sur scène, j'étais la seule meuf sur les line-up. Aucun mec me parlait. En backstage, pareil, j'étais moins payée qu'eux. Classique. Comme partout pour les femmes. Mais ça commence à changer. Et après, il y a eu l'hashtag MeToo, il y a eu la création de bandes de filles, ces collectifs de meufs trop cool. Et le problème, c'est que, selon moi, on compare trop souvent les femmes entre elles, alors qu'on fait pas la même musique. C'est la Schtroumpfette. Enfin, il y a une meuf qui doit représenter toutes les meufs. Et tu peux pas en avoir deux, même si y en a une qui fait de la house et l'autre de la techno. Voilà, c'est ça. Ça n'a rien à voir. House, techno n'a rien à voir, comme dark disco, italo disco. Et du coup, ça m'est souvent arrivé d'entendre dire ah, t'as vu, elle a fait ça. Bah tant mieux. Ça met dans une position où t'es là, genre ah, ok. Et à force d'entendre ça, ça banalise ce truc de il y a une compétition entre meufs, alors que ça devrait pas. Et moi, je suis contre ça. Je suis justement pour qu'on s'entraide toutes. Et comme j'ai commencé seule, je suis plus vieille que toutes les bandes de filles, etc. Plus vieille, j'aime pas dire ça, mais à 5 ans d'écart, il y a une diff niveau MeToo. Ouais, même si j'ai l'impression que là, ça change aussi. Je vois beaucoup de meufs dans la trentaine qui commencent à mixer, qui commencent à rejoindre des groupes. Et ça, c'est trop bien. C'est très, très chouette. Et franchement, je remercie à ces femmes-là d'avoir lancé cette mode de on est des meufs et on a le droit d'être là. Et j'en fais partie des premières, mais je me suis jamais mise dans des groupes, sauf les Barbiturix, le collectif. Mais j'ai quand même fait mon petit chemin toute seule parce qu'on m'a habituée à ça aussi. Il n'y en avait pas en fait des collectifs de meufs, ou très peu. Et dans tous les collectifs sur Paris notamment, c'était que des hommes.
Et est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de changer aujourd'hui dans ta démarche, de peut-être travailler avec plus d'autres artistes? C'est ce que j'ai fait au Sacré. Mhm. J'ai booké plein de meufs de Berlin, de partout, de toutes les origines. Il n'y a pas de différence en fait. Donc personne transgenre, hétéro, on s'en fiche. Et j'ai booké tout le monde à la même soirée. Et ces personnes, tu les bookes parce que tu les connais, vous vous êtes déjà croisés lors de soirées hautes, vous avez créé des liens, c'est des gens dont tu aimes le travail que tu as contacté? C'est des gens dont j'aime le travail et les valeurs humaines. Par exemple, Écran Total, elle a fait un truc que j'ai trouvé très cool pendant qu'il y a eu l'attentat à Tel Aviv. Elle a mis une boucle de musique d'un son israélien, sans parole, et par-dessus, elle a cité un poème palestinien. Et j'ai trouvé ça intelligent. C'est ce genre de choses, c'est politisé sans être politisé. Donc c'est pas dans le too much, mais quand même on fait passer un message de bienveillance et d'humanisme où tout le monde a le droit d'être là à cette soirée. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui quand t'es artiste, t'as pas le choix de toute façon d'être politisé. Il y a tellement d'atteintes en fait même juste au statut d'artiste, mais plus largement dans notre société, les uns vers les autres. Moi j'essaye de le faire avec amour et bienveillance et pas de colère. Ouais. Parce que j'ai souvent été en colère et ça marche pas. C'est mon point de vue à moi. Et State of Mind, encore une fois, je reviens sur ça parce que c'est le projet dont je suis le plus fière. C'est qu'on a fait que des sold out avec un show drag dans un club hétéro, quoi. Enfin, personne n'y aurait cru, même mes amis, ils étaient un peu dans le doute. J'étais sûre que ça va le faire et ça l'a fait en fait. Parce que avec la bienveillance qu'on avait face au public, la joie et la bonne humeur, en fait, ça a mis tout le monde OK. Puis la musique, en fait, qui transcende tout ça. C'est ça. On peut s'énerver dans la rue. Moi, je vais dans la rue pour gueuler. Ouais, j'en ai marre et tout. Je dirais pas ce que je pense au micro, mais je pense que tu le sais dans mes yeux. Mais en soirée, à mon taf, je fais vraiment gaffe à ce que je peux dire, parce qu'il y a aussi beaucoup le problème des incels sur les réseaux sociaux. Donc il suffit que tu dises un truc, on déforme tes propos, et ensuite tu passes pour, comme Camilla Jordana, qui s'est fait harceler même jusque dans la rue, ou Barbara Butch, notamment. C'est bien qu'on parle de Barbara Butch, ça c'est pas OK. Parce que c'est justement, elle partageait des valeurs de l'amour, la bienveillance, la tolérance, l'inclusivité. Et elle a reçu des menaces de mort, etc. Pour remettre dans le contexte, là, à l'heure où on enregistre, c'est la dernière semaine des JO. Et on fait référence à la cérémonie d'ouverture des JO, où effectivement, il y a eu un plan caméra avec Barbara Butch qui avait une magnifique couronne, un peu de soleil mi-auréole, et entourée de drag queens, de danseurs, de danseuses, un Philippe Catherine bleu nu avec un plateau de fromage. Enfin voilà, on était quand même sur une scène avec une référence mythologique forte. On était sur une référence aussi artistique à un tableau de déité, et ça a été ramené notamment par... d'ailleurs assez drôle, une partie du public américain, de par leur religion, à quelque chose de religieux et à une atteinte au christianisme. Et du coup, de la part de Barbara Butch, qui est une DJ, en l'occurrence lesbienne. Et juive. Et grosse. Ouais. Ça faisait trop pour eux. Et du coup, elle s'est pris effectivement une vague de cyberharcèlement, d'une violence folle. Et elle a porté plainte. Ouais, elle a bien fait. Et c'est ce genre de choses qui fait peur et en même temps qui nous donne envie de continuer à lutter avec bienveillance, parce que c'est ce qu'elle a répété et répété. Je suis pas en colère et je continuerai à partager des messages d'amour. En fait, tu peux comprendre que des gens qui interprètent mal soient touchés dans leur foi, et voilà, ça ne légitime en rien d'être violent et de menacer de mort. C'est clair, surtout que c'est pas le tableau auquel il pensait, c'est pas la scène, c'est un tableau d'antiquité grecque, ça n'a rien à voir. Et voilà, y a rien, j'ai même pas les mots tellement il y a eu de la violence en fait. Et c'est ce que j'ai essayé encore une fois, est-ce que ce que je vais faire pour mon prochain EP d'ailleurs, faire un EP sur l'inclusivité, le milieu LGBT, et justement montrer la force qu'on a et qu'on est des personnes normales et qui voulons juste exister en fait. C'est justement en ayant vécu beaucoup de violence personnellement que j'ai appris à diffuser de l'amour. T'en as reçu dans ta musique ? L'amour ? Alors de l'amour, oui, je me doute. La violence de la part de public, féminin comme masculin, en tant que DJ. Pas dans ma propre musique, mais en tant qu'artiste DJ sur scène. Des réflexions en mode t'es sexy, j'ai envie de te baiser, ou des attouchements sexuels de la part de plusieurs femmes à des soirées queer.
qui sont les premières à dire on déteste les hommes et on veut pas qu'ils nous approchent. C'est complètement hypocrite déjà. Bah, les rapports de violence et de c'est pas parce que je suis de une femme pouvoir que tu sont as le droit partout, de quoi. me toucher. Ouais. C'est ma base et c'est la base, ça devrait être la base de tout le monde. Le consentement. Et la drogue ou l'alcool n'excuse pas les actes, des faits et gestes. Non, il désinhibe juste. Donc, c'est pas une excuse d'aller forcer quelqu'un. Sous prétexte que t'es sous une substance illicite ou que sais-je, tu vois. Ça, c'est un autre sujet, tu vois, par rapport au monde de la nuit. J'allais dire le monde de la fête. La fiesta. Mais en vrai, de la fête tout court, puisque tu peux très bien faire la fête en journée. Le rapport entre créativité et drogue, je trouve, dans la musique est forcément très fort. Dans toutes les histoires qu'on peut te raconter, tous les musiciens, t'as toujours un peu ces mythes. Je suis maudit et j'ai pris du LSD. T'as vu, j'ai fait un super album. Moi, c'est impossible de composer avec quelle substance. Il faut que je sois sobre. Impossible. En fait, j'ai besoin d'être sobre pour être moi. C'est bizarre à dire. Pour tout ce qui se passe dans ma tête quand je dois composer, il faut que je sois sobre quand je compose sur mon piano. Je puise mon inspiration dans les émotions fortes que je peux vivre de par mes rencontres. Ou faut que quelqu'un me bouleverse. Il faut que j'ai ma muse. Ah, tu fonctionnes comme ça ? Je fonctionne comme ça, ouais. Donc c'est bien, un album, une année, c'est ce que m'a dit mon manager. Je fais une thune sur ma tristesse. Ouais, c'est vrai que t'as privilégié la tristesse. Pourquoi ? Ça te servait d'exutoire ? Ouais. En fait, en sortant mes musiques solaires que t'as pu écouter, bah, ça m'a enlevé un poids. Ça m'a enlevé comme une valise que j'avais sur le cœur. Tu transformes la tristesse en un truc joyeux, quoi. Comme le flamenco. On en revient à ça. Je le recompare. On en revient toujours au flamenco. C'est un cycle. Musicalement, dans ton travail de composition, comment est-ce que tu procèdes ? C'est comme je sais pas comment ils font les peintres, mais c'est comme des couleurs. Je saurais pas te dire comment, mais c'est une émotion vive qui est dans mon âme. J'adore parler d'âme parce que je pense que c'est important. Et c'est comme une couleur pastel ou je sais pas. Et je dois la sortir. Des fois, il y a même une musique qui me vient en tête et que je dois répéter. Je l'enregistre au micro de mon téléphone pour pas oublier. Et je rentre chez moi et je compose. J'essaie de me rappeler ce que ça aurait pu donner, quoi. Mais c'est toujours le premier truc qui se passe, c'est la mélodie. Et après, le rythme vient. Mais la mélodie, c'est l'histoire que j'ai envie de raconter, en fait. Tu l'associes tout de suite à une émotion ou à quelque chose tout de suite. Genre un pad ou, tu vois. Ouais. Un truc bien deep, tu vois. Et après vient la mélodie funky. Mais le premier truc que t'entends dans ma prod, c'est ma première émotion qui est sortie. Je saurais pas expliquer. Vraiment, j'ai appris toute seule à composer. Je saurais même pas dire si c'est un do mineur ou un fa dièse. T'as appris comment sur la base de solfège que t'avais ? J'ai appris le jazz. J'ai fait des impros jazz saxo à 10 ans dans une maison des jeunes à Corbeil-Essonnes. Et piano, j'ai appris à l'oreille sur YouTube des tutos. Voilà. Ça t'a fait quoi la première fois que t'as sorti un son à toi et qu'il a été entendu par je faisais un grand tellement public, chier mes potes. Ouais, tu peux écouter ce son, Donc j'ai fait beaucoup chier mes potes avant de sortir des trucs. Et puis la première fois que je me suis pissée dessus, j'avais trop peur des retours. Comme un acteur qui sort un film et on a peur de la critique, quoi. T'avais plus peur de la critique de tes potes ou de la critique des gens que tu connaissais pas ? Des gens que je connaissais pas. Je me disais, ils vont me détruire, quoi. Parce que j'avais le syndrome de l'imposteur. Tu te disais que tes potes étaient sympas avec toi parce qu'ils te connaissent Ouais, je pense que c'était plus ça. Ils sont mignons, ils sont gentils, genre ils osent pas me dire... Donc j'ai préféré finalement me prendre plusieurs claques en sortant des tracks et me perfectionner comme ça. C'est comme ça qu'on apprend en faisant des erreurs. C'est ce que j'allais dire, parce que quand t'as le syndrome de l'imposteur, un des risques aussi, c'est de jamais rien sortir. Ouais. Bah en fait je me suis forcée, je me suis dit là c'est bon, et si je veux vraiment vivre de ça, il va falloir que je me bouge un peu et que les gens écoutent ce que je fais. Mais le problème c'est que j'étais face à il y avait trop d'hommes, que des hommes. Il y avait aucun label de femmes T'avais l'impression de pas être représentée outre les retours en fait J'avais peur d'être tu vois, mon jugement. premier label, j'avais peur d'être juste une image. C'est la petite meuf jolie, toute mignonne. Jeune qui mixe en soirée ou... Je me faisais toute pimpante et tout. Enfin, quand je sors, j'aime bien m'habiller, mais il y a cette vision des femmes où elles doivent être belles
Mhm. Et on te fait comprendre ça très jeune, dès très jeune. Donc il y avait ce côté-là où j'avais envie vraiment qu'on écoute mes sons, mais pas que regarder que moi, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est clair, mais... T'as commencé à te faire accompagner à partir de quand? De mes 23 ans, j'étais dans un label qui s'appelle Egoist Records. J'ai fait un BPM contest et sur 200 participants, merci, j'ai plus vite fait chaud. Sur 200 participants, on n'a été que 12 à être pris, dont 2 meufs. Voilà. Mhm. La première meuf a gagné le concours et moi je suis arrivée en deuxième. C'est bien déjà. Je préfère être deuxième. Toujours. J'aime pas être la première. Parce que deuxième, tu peux toujours faire mieux et plus. C'est ce que je me dis. Je sais pas. T'as moins d'attente. Il y a moins d'attente, moins de stress, mais je suis quand même bien. Je suis en deuxième position, tu vois. Et donc j'ai fait ce concours, j'ai signé dans le label et ça m'a un peu bouffé. Ils m'ont interdit plein de choses, machin. Et donc mon nouveau manager là, actuel, de Pont-Neuf Records, m'a sauvé un peu ma vie musicale, quoi. Comment est-ce que tu t'es défait de ce label justement qui avait l'air de te mettre beaucoup de contraintes? Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet plus que récurrent chez tous les artistes musicaux. Très récurrent. En fait, ils te font signer des trucs qui te bloquent complètement pendant des années et tu lis pas les sous-lignes. Bah surtout, c'est la première fois, donc tu signes et tu te dis c'est super, j'ai une belle opportunité, je vais avoir un salaire, une équipe. Et en fait, que nenni, pas du tout. S'il m'entend, je m'en fiche. Franchement, j'ai rien. Je pense pas qu'il écoute le Clo-Clo Club. Mais peut-être. Mais comme ton ex de tout à l'heure. Ouais. On a fait des bisous. Puis voilà. Bisous. Mais non, en fait, comme il a fait du droit, mon nouveau manager, il a pu trouver une faille, mais dans le contrat. Mini sous-ligne de la 36e page, quoi. Ouais, donc sans lui, en fait. Ouais. Et je me faisais harceler. Enfin, mon ancien agent m'appelait en m'insultant de tous les noms bourrés à 4h du matin. Très macho et très homophobe aussi. C'est une ancienne vedette. Oui, bah. Donc pour lui, en fait, fallait être une star, quoi. Sinon, ça marcherait pas. Donc il respecte pas ton ADN, en fait. Non. Il voulait que 200 meufs ou mecs m'attendent et crient mon nom. Je fais non, moi je veux pas ça, moi. Ça fait peur. Oui, et puis il y a d'autres personnes qui le veulent, en fait. Ouais. Donc propulse ces personnes-là et accompagne les autres. Tu vois, au début, quand je parlais de reconnaissance, c'est la différence entre fame et vouloir de la fame et de la reconnaissance, c'est pas pareil. Reconnaissance, c'est les gens valident mon travail, mais pas... Pour ce que c'est, en fait. Je suis pas une meuf Ibiza, tu vois, Non, en fait, on prend plaisir à ta musique et je pense qu'il y a un truc qui ressort, mais c'est un terme que tu utilises beaucoup en interview. Je me suis fait la réflexion en lisant un petit peu ce que tu avais pu dire déjà dans d'autres médias. C'est la notion de partage. En fait, t'es là pour partager ce que tu Je suis pas fais. égoïste, faut pas être égoïste. C'est de l'art, c'est ne pas être égoïste, je trouve. C'est fait pour être partagé au monde et éduquer comme on peut les gens avec notre art, tu vois. Comme mes soirées State of Mind, par exemple, où je suis dans un club hétéro et j'invite une MC transgenre, drag queen, plus un show drag, plus des personnes racisées, hétéro, bi, on s'en fiche en fait. Je voulais que tout le monde soit ensemble. Ouais, de vivre ensemble. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est tout le monde ensemble et c'est dans le meilleur des mondes, tu vois. Comment est-ce que tu t'es réapproprié ton image, du coup, par la suite? Avec Pont-Neuf Records, avec Thomas, mon manager. C'est ton manager qui t'y a aidé? C'est mon capitaine de bateau. Et pour les covers aussi de tes EP, t'es souvent en photo dessus? Ouais, bah en fait ça pour le coup, j'ai vraiment envie qu'on voit qui je suis et mes inspirations. Tu t'es entourée d'un ou une graphiste pour ça? Comment est-ce que t'as procédé? Mon ex-copine. T'as fait la pochette? Ouais. Elle m'a fait la pochette, elle m'a fait les dessins aussi. Donc graphisme, ouais. elle a tout fait. Donc c'était un peu compliqué de sortir un EP. Alors ça c'est toi, mais voilà. Ouais. Mais la moitié de mon EP est inspirée d'elle. Quasiment. En fait, après Chicago, c'est ce que je disais dans une autre interview, c'est que ça m'a ouvert l'esprit ça m'a redonné confiance en l'humain, en général, tu vois. Et ça m'a redonné envie d'aimer les autres. C'est important d'aimer. Je pense qu'on a tous peur d'aimer, on est tous un peu lâches dans un sens, tu vois, mais pour moi, j'aimerais toute ma vie, tu vois, les gens. Oui, je les détesterais autant, mais il y aura cette base de... pour moi, aimer, c'est la meilleure solution que l'humain puisse faire sur Terre, tu vois. S'aimer les uns les autres. Je suis un peu utopiste, mais... love, c'est l'un des mots les plus utilisés en musique. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est un peu classique, mais bon.
Ça parle. En fait, ça parle à tout le monde. C'était mon point aussi, c'est que là, de ce que tu me racontes, enfin, ce que tu composes, en l'occurrence, ce que tu produis comme son, ça part de toi. Donc, c'est des choses assez intimes que tu mets pour le public en avant, pour que le plus grand nombre s'y retrouve et puisse danser en rythme dessus, quoi. Et se sentir moins seul dans leur peine de cœur. T'as eu des retours comme ça déjà de la part de personnes qui écoutent tes sons? Memories, Sparks et My Best Memory, il y a plusieurs personnes des États-Unis notamment qui m'ont envoyé des messages. Ils me disent Mira, tu m'as soigné ma rupture. Je vois les choses différemment maintenant. d'Oberkampf aux États-Unis. Ouais, non mais c'est fou, c'est fou. Du Portugal, pareil, il y a un mec qui m'a dit je viens de me faire quitter et je suis tombée par hasard sur Sparks et j'ai pleuré d'émotion et je me sens moins seule, genre. Et en parlant, My Best Memory, je sais pas si tu l'as écouté, mais c'est celle qui a le plus fait d'effet aux gens. Niveau cœur relationnel, quoi. Je mettrai le lien en description de l'épisode pour que vous alliez l'écouter à la fin. Si vous avez mal au cœur, n'hésitez pas. Ça va vous faire du bien, j'espère. Même si vous n'avez pas mal au cœur, c'est quand même très cool. Écoutez. T'as un public du coup à l'international? T'as déjà joué à l'international? Moi, j'ai joué à Berlin, au Renateux. C'est très sympa, mais que des Français. Ok. Que des Français, donc j'étais pas trop dépaysée. Des Françaises. Il y a énormément d'expats à Berlin en plus. Mais c'est des Français cool. Ouais, on adore Berlin. C'est pas les mêmes. C'est les moustachus en Doc Martens. Avec une boucle d'oreille sur le côté. Vous voyez très bien. Je les adore. Et là, je joue à Londres au Jazz Café en septembre. Un gros club house très cool. J'ai trop hâte. T'as pour ambition de jouer plus à l'international? Mon life goal, c'est faire une tournée aux États-Unis. Ah ouais? Ah ouais, fort. De Manhattan à Brooklyn, ensuite Détroit, Chicago. Enfin, bookez-moi les gars, bookez-moi. J'en rêve. C'est ton rêve musicalement, mais j'ai l'impression au-delà de ça, en fait, que ça te nourrit en termes d'inspiration, de culture. C'est mon énergie. En fait, c'est comme... j'allais pas dire que c'est l'inverse de la kryptonite, c'est-à-dire que j'ai besoin des États-Unis musicalement parlant pour... Tu vois, mon prochain voyage, ça sera la Nouvelle-Orléans. Pour Mardi Gras. C'est mon rêve. Je vais y aller toute seule. Je vais me faire un kiff de jazz pendant 1 semaine. Et ça va jouer du saxophone sur les fenêtres, quoi. T'as d'autres activités créatives en tant que telle? J'adore le cinéma. Ouais. Je suis cinéphile de fou. Je vais tout le temps au cinéma. Et est-ce que tu fais des ponts avec la musique, justement? Je rêve de composer pour le cinéma. Comme un peu Irène Diesel. J'arrive plus à le dire. C'est une grande compositrice qui a gagné une palme d'or à Cannes. Cette année, non? Ouais, c'est ça. d'électro. Okay. Bravo. Mais non, j'ai pas d'autres activités. Je fais des petites photos, mais vraiment, moi, je suis quelqu'un de très... Je pense que ma première activité, c'est l'humain, en fait. C'est-à-dire que j'aime bien rencontrer des gens et discuter avec les gens. C'est ma passion numéro 1. Et de débattre, Enfin, là, je vais sortir ce soir, tout à l'heure, voir des potes. Je sais que je vais pertinemment finir en train de débattre avec des inconnus dans la rue, quoi. Ouais, mais tu sais, le Front Populaire... Ouais, c'est vraiment un truc que t'as aujourd'hui dans ton métier aussi, quoi. C'est Chicago, en fait, qui m'a... En fait, j'étais un peu... Contrairement à ce qu'on pense, je suis timide, je suis réservée. Et j'étais seule. Et en fait, quand t'es seule, t'as pas le choix. T'es obligée de parler aux gens. Tu parles aux gens. Donc, ça m'a... Je me suis redécouverte une personnalité qui était cachée, je sais pas. Ouais, tu t'es rendu compte que personne allait te manger, quoi. Non. Et que j'étais courageuse. C'est hyper important. Partir à l'autre bout du monde toute seule et dire fuck. Oh non, j'ai un trou. Attends, ça va venir. Tu peux le faire. Tu as posé des vraies questions en tout cas. Je te remercie. Avec grand plaisir. Attends. Oui. Alors, tout ça, ce sera coupé. Oui. Ça peut être marrant. Je peux le laisser, juste pour les grands élans. Et encore, ils sont pas le visuel. Le fait d'aujourd'hui avoir fait de ta passion ton métier, est-ce que ça t'écœure pas trop par moment? Vraie question. Vraie question. Je suis pas une star, je suis personne, mais je sais qu'à Paris, on peut me reconnaître. Il n'y a pas besoin d'être une star en plus pour que ça t'affecte ou pas. Ouais, et moi je suis hyper sensible, je suis une éponge. Donc en fait, quand... c'était quoi la question déjà? C'était comment je le vis en tant que artiste. En fait, le fait de faire passer ta passion dans un métier,
Bah, Tu vois, et de le faire tous les jours et de le faire en plus à des fins... ça m'a créé des burn-out quand même. Ok. Burn-out mental. Ouais. Où il y avait trop d'attentes sur le projet. Je me mettais trop d'attentes sur moi, en fait. Mon manager me demandait de faire des choses, ce qui est tout à fait normal. C'est son job. C'est son job. Tu dois faire ça à telle heure, tu as telle interview à rendre par écrit, ou tu dois te déplacer chez Rins, machin. Et en fait, le fait d'être sollicité beaucoup d'un coup, ça m'a essoufflé, quoi. T'as été sollicité d'un coup à partir du moment où t'as changé de manager? Ouais. C'était pas du tout le cas avant? Non, c'est venu d'un coup. C'est aussi un signe d'un bon management. Oui, merci Thomas, je t'aime. Et en fait, il y a un soir où j'ai joué au slalom à Lille. Et c'est là où je me suis dit qu'il faut que je prenne des pauses et que je fasse attention parce que je vais perdre l'amour, je vais perdre cette passion sinon. Je vais perdre cette petite flamme qui me donne envie de continuer. Et en fait, je jouais avec The Magician. I follow you. Trop sympa, le mec et tout. Donc, je traîne un peu parce que j'avais envie de lui parler, évidemment. Et je rentre le lendemain. J'avais un anniversaire au Rosa Bonheur le dimanche, le dimanche, oui, où il y a beaucoup de gays et c'est blindé et il n'y a pas de place pour respirer. Et je vais voir ma pote et en fait, là, tu as plusieurs mecs qui m'agrippent le bras, qui me disent « Ah, Mira, c'est toi, on peut faire une photo ?» Donc moi, la veille, j'avais bu comme un trou. Oui, donc en gueule de bois. Gueule de bois, sale, avec 1000 personnes autour de toi qui t'attrapent ta grippe. Ouais. J'ai fait une crise d'angoisse et j'ai dû partir du Rosa et j'ai fondu en larmes sur le trottoir. Je suis très très sensible. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je protège ma batterie sociale et mon espace vital. Oui, parce que ça te demande une énergie, folle. Outre que la concentration sur ton set, tout le travail en amont aussi de qu'est-ce que tu vas jouer à quel moment, etc. D'interagir avec le public, d'animer, de danser, de tout ça, quoi. Comme tu l'as vu à la Prairie. Ouais. Ils attendent de l'artiste quelque chose en retour. Pas tous, mais pour moi, c'est important. Du coup, je me donne 200 fois plus. Personnellement, j'étais ravie. À un moment, tu t'es mise à chanter. J'ai chanté aussi. Et on était comme ça. Et j'étais, je passe une bonne soirée. Parce qu'il y a une vraie ambiance avec tout le monde, quoi. C'était sincère. Cool. C'était sincère. Il y avait une vraie communion entre les gens. C'est rare. J'ai fait beaucoup de scènes, mais ce samedi-là, merci à vous. Après, on n'était pas très nombreux. Est-ce que c'est quelque chose qui joue dans les salles, le côté plus intimiste ou... Ça joue, clairement. Enfin, les grosses scènes, je vois Andy, c'est dur d'attraper le public. 8000 personnes d'un coup. Tu les capes pour 3-4 musiques, mais après, en fait, ça dépend de l'endroit. Paris, je trouve qu'il y a un côté très underground, genre tu peux t'éclater et tout. Mais quand tu sors un peu Paris, c'est une bulle, en fait. Il faut t'adapter au public. Donc, sur ma clé USB, que je sois à Biarritz ou je ne sais où, j'aurai toujours de la disco ou un son qu'ils vont reconnaître. C'est ça aussi être DJ, être un bon artiste sans prétention, c'est d'avoir une palette de choix où tu restes pas égoïste dans ton truc. Moi, c'est ma vision des choses. Ça t'est déjà arrivé du coup de faire un set totalement à côté de la plaque de ton public dans les débuts? Pas qu'au début, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. C'est vrai? Greenway Festival en Nord-Pas-de-Calais. Pendant 1 heure, parce que la fille d'avant jouait du dubstep, donc le line-up c'était un peu le bazar. Oui, il y a ça aussi, on s'avait fait la réflexion hors micro que, en l'occurrence à la soirée où moi je t'ai découverte, le line-up, donc la programmation, était vraiment très bien pensée parce que ça s'enchaînait hyper bien, de façon super fluide, d'un style à l'autre, d'un artiste à l'autre. Ouais, de ouf. En fait, ça dépend aussi culturellement parlant. En fait, c'est la culture, c'est l'accessibilité aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois, moi, je viens de Cité, il n'y avait pas forcément du théâtre ou ce genre de choses. Donc, il y a des gens qui... j'essaierai de toute ma vie de faire mon maximum pour amener de la culture là où il n'y en a pas beaucoup aussi non plus, quoi. C'est comme... Parce que moi, j'ai fait médiation culturelle à la base, c'est fait pour ça aussi. Retourner dans ma cité et être chef de projet et dire aux jeunes venez, il y a un concert là-bas, c'est gratuit. Comme Arte, ils avaient fait ça sur 4 tours de cité, à Berlin, je crois, la Philharmonie de Paris. Donc, la Philharmonie, ils font beaucoup de choses. Ils se sont mis sur les toits pour jouer pour les gens qui n'avaient pas accès à la musique classique. J'ai pleuré de joie. C'est magnifique de faire ça. Oui, parce que tu as beaucoup d'établissements culturels qui aujourd'hui ont des tarifs préférentiels hyper accessibles, notamment pour les jeunes, c'est trop bien. Mais c'est vrai que ça reste encore un déplacement de quand tu as 1 heure de RER à taper. En fait, c'est pas forcément le plus accessible. Ma mère, son rêve, c'était d'aller à l'Opéra Garnier. Elle avait jamais pu y aller et je lui ai offert une place. Elle a 60 ans. C'est pour dire, on vient d'un milieu pas aisé du tout. Et pour elle, c'était impensable d'aller à l'Opéra Garnier, alors que maintenant, tu as des classes 3, 4, 5, moins chères. Donc heureusement, ça change.
Est-ce que ça a impacté aussi ton rapport à l'argent par rapport à ton métier et à la précarité possible en fait aussi de quand t'es... C'est jamais acquis, ouais. Ouais, c'est ça. C'est toujours les montagnes russes. On fait des sets, des shows privés pour subvenir aux besoins. C'est ce qui paye le mieux. Ouais, carrément. Après, là, je suis bien payée niveau club et tout, parce que ça commence... j'ai fait Peacock, donc en fait, sur le CV, ça change un peu quand même la donne. Mais c'est jamais acquis. Donc en fait, j'ai à peine fini mon EP qui est sorti, je suis en train d'en faire un autre. Ça s'arrête jamais. C'est à la chaîne en fait. Mais c'est comme ça. Et est-ce que le succès ou le non-succès, tu vois, le nombre d'écoutes, parce que j'aime pas parler de succès ou non-succès, c'est d'un point de vue vraiment commercial, hein, pas d'un point de vue qualité du projet. Mais est-ce que c'est des choses qui t'impactent aussi ? Au début, ouais. Mais maintenant, de moins en moins. Maintenant, j'ai tendance à me dire, ok, je mérite ma place. Et je vais faire danser les gens et je suis trop bien et tout le monde respecte enfin ce que je suis en train de devenir et j'ai plus les mecs qui me couraient après ou qui me proposaient des trucs sordides pour réussir. Il y a plus ce côté-là, donc maintenant je suis respectée et je suis contente de là où je suis arrivée, quoi. Tu penses que c'est lié à ta... Mais j'ai pas fini encore. Crédibilité, voilà, ou enfin ta crédibilité, oui, dans le milieu. Je commence à avoir de la street cred. Ou est-ce que c'est aussi, tu vois, le post-MeToo qui a influencé également les comportements, tu vois, dans le milieu ? Je pense que c'est le post-MeToo qui a influencé les comportements, ouais, et c'est aussi, tu vois, Thomas, mon manager, qui m'aide beaucoup quand il y a des problèmes avec des mecs. Et pour moi, il faut des alliés masculins. Bien sûr, ouais. Enfin, l'un va pas sans l'autre. Et avant, j'avais tendance à dire non, il faut être exclusive entre meufs et tout. Ce que je comprends. Mais là, on a besoin des hommes. Honnêtement, je vois la diff. Enfin, j'ai eu un problème avec un artiste de label. Enfin, c'est pas un artiste, c'est un manager de label. Et mon manager a appelé tout le monde et maintenant, il est tricard de Paris, tu vois. Grâce à ses contacts à lui. Parce qu'il a pas parlé à ma place, déjà. Je lui ai dit, tu parles pour moi. Il a relayé l'information. Ouais. Voilà. Et ça, je l'ai éduqué sur ça. Donc, en fait, j'éduque les hommes qu'il y a autour de moi. Mais gentiment, du coup. Oui, puis ils sont là pour ça aussi, et ils sont à l'écoute. Ouais, et ils sont à l'écoute, mais avec une douceur qui est assez rare. Et ça fait du bien d'être entouré d'hommes comme ça. Et je les remercie. Trop bien. Ouais. On va devoir terminer cette interview parce que tu as un rendez-vous et que j'ai déjà gratté 2 minutes de plus. J'ai une toute dernière question pour toi. Pareil, c'est des questions un peu portrait chinois que je pose à chaque fois en fonction de mon invité. Tu as déjà un petit peu répondu, donc je vais la twister un peu. À la base, je voulais te demander, c'est quoi la prochaine ville qui va t'inspirer un EP ? Mais t'as parlé de la Nouvelle-Orléans, donc je suis sûre qu'il va y avoir quelque chose lié avec ça. Pas sûr. Ah ! Non, ce serait plus, je dirais, New York, les boil rooms et tout, tu vois, tout ce qui est voguing, machin. Dans mon prochain EP, ça sera plus en mode, où est-ce qu'elle a fait Beyoncé récemment ? Je suis pas Beyoncé, je me paraîtrai jamais, mais dans l'inspiration, très, très queer, très inclusif. Donc très inspiré de New York, tu vois, les premiers MC, machin, trop bien, quoi. J'ai trop hâte de vous présenter ça. Je sais pas ce que ça a donné, mais on verra. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous invite à suivre de près ton travail, à écouter tes sons. Je mettrai tous les liens en description de cet épisode. Et puis merci beaucoup, Anna. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Anna pour sa confiance. Je vous ai mis toutes ces infos dans les descriptions de cet épisode que je vous invite à partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner au Clo-Clo Club sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. En plus, je peux vous répondre sur Spotify, donc n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez directement m'envoyer un DM ou un commentaire sur les réseaux sociaux @CloCloClub sur Instagram, Threads et TikTok. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!